Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'aboutissement du grand projet de Jacques Chirac à Paris. 11 ans après sa conception, le président de la République a inauguré le musée du Quai Branly, immense bâtiment dédié aux arts premiers, en présence de Kofi Annan et de très nombreuses personnalités. Un vif incident à l'Assemblée. Dominique de Villepin a accusé François Hollande de lâcheté. Devant la fureur des députés socialistes, la séance a dû être suspendue. La gauche réclame des excuses et le départ du Premier ministre. François Bayrou demande des élections anticipées. Les réquisitions au procès de la catastrophe du Mont-Saint-Odile en 1992. Le procureur demande la condamnation à de la prison avec sursis de 3 anciens cadres de l'aviation civile, d'Airbus, d'Air Inter et d'un contrôleur aérien et la relaxe des 2 autres prévenus. La sécurité routière, le gouvernement veut maintenant lutter contre le téléphone portable au volant. Une campagne est lancée avec la collaboration des opérateurs. Le nombre de conducteurs pris en faute a augmenté de 10% l'an passé. Nouvelle épreuve pour les États-Unis en Irak. Les corps des 2 soldats enlevés la semaine dernière ont été retrouvés. Ils ont été torturés et égorgés. Par ailleurs, le Japon a décidé officiellement de retirer ses troupes du pays d'ici 5 semaines. Enfin, la Coupe du Monde en Allemagne. L'Allemagne qui impressionne à nouveau en dominant l'Équateur 3-0. 3 victoires en 3 matchs. L'équipe de France, elle a repris l'entraînement. Raymond Domenech conteste toute mésentente avec Zinedine Zidane. C'est le premier grand musée à sortir de terre en France depuis près de 30 ans. Le bâtiment du Quai Branly, à 2 pas de la Tour Eiffel, a donc été inauguré en grande pompe par Jacques Chirac. Le projet, vous le savez, est consacré aux arts premiers. Il lui tenait particulièrement à cœur. C'est lui qui l'avait lancé et c'est aussi lui qui a joué le guide pour ses invités de marque. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. 10 ans de travaux pour le musée du Quai Branly, 10 ans pour faire battre en plein Paris le cœur des civilisations oubliées, parfois méprisées, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Jacques Chirac apprécie en connaisseur. C'est pour lui l'aboutissement d'une passion qu'il cultive depuis toujours et d'une conviction aussi. Il n'existe pas plus de hiérarchie des cultures que de hiérarchie des peuples. Autour du président de la République, les premiers ministres d'aujourd'hui et d'hier. Je ne manque pas à mon petit propos de rappeler que nous n'avons commune. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc si c'est réussi, vous en porterez une part responsable. Et si c'est raté, vous en porterez. J'ai pensé que c'était réussi. On rend hommage à ces formes d'armes premières, non pas primitives, mais premières. Je trouve que c'est un beau projet. Dans la pénombre, les trésors des 4 continents, masques et fétiches d'Afrique, statues en granit de Polynésie, chefs inuits, parures indiennes, étoffes mongoles. Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, explique la culture guatémaltèque. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, celle du Canada. Puis dans le grand amphithéâtre où travailleront plus tard étudiants et chercheurs, les personnalités de tous bords se bousculent. En montrant qu'il existe d'autres manières d'agir et de penser, d'autres relations entre les êtres, d'autres rapports au monde, le musée du Quai Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. Et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que s'entrevoit l'universel qui nous rassemble. En cette fin de mandat difficile, Jacques Chirac espère bien avec ce musée faire de l'ouverture au monde sa marque de fabrique. Il reconnaît aussi que cela serait pour lui un grand honneur si l'on donnait son nom au musée. Jacques Chirac qui n'est pas le premier à souhaiter imprimer sa marque dans la capitale. Depuis Georges Pompidou, tous les présidents de la Ve République ont voulu laisser une trace. C'est quasiment devenu une tradition. Arnaud Boutet, Mathias Segaud. Sous la Ve République, il lance la dynastie des présidents bâtisseurs. Georges Pompidou voulait un musée d'art moderne. La maquette du projet provoque un premier choc. Elle effraie les Parisiens. Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musée. C'est trop compliqué pour moi. C'est une boîte, une prison. J'entends pas d'avance la 5e de Beethoven là-dedans ou le sacre du printemps. Pompidou meurt avant la fin des travaux. Son successeur achève ce chantier de verre et d'acier. Le centre Beaubourg est enfin inauguré après avoir été très menacé. Giscard d'Estaing était tout à fait contre ce genre d'architecture et il a failli la supprimer. C'est Chirac, qui était Premier ministre à ce moment-là, qui l'a sauvé. Plus classique, Valéry Giscard d'Estaing transforme la gare d'Orsay en musée.
Mais une fois de plus, un autre président coupe le ruban. Giscard fait partie des invités. François Mitterrand érige la pyramide du Louvre dans la cour Napoléon. Il laisse son empreinte à grands coups de truelle. L'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, la grande bibliothèque, les grands travaux symbolisent le fait du prince. On se dit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pharaonique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi on peut dire, on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit. C'est facile pour un président de dire, hop, je veux faire des grands travaux et toc, j'ai l'argent. C'est facile ou pas? Très difficile. Ah bon? Là, vous êtes le patron. C'est pourtant lui qui a débloqué les fonds. Dans cette frénésie constructive, un homme se distingue, le général de Gaulle. Il n'a fait construire qu'un seul bâtiment, la maison de la radio. La politique a été si forte avec lui qu'il n'avait probablement pas besoin d'un monument. De Gaulle considérait qu'il était l'histoire. Les autres présidents ont tous choisi la culture pour laisser une trace. Et le musée du Quai Branly, rappelons-le, ouvrira ses portes au public vendredi. Ce n'est plus une bourrasque, c'est une tempête politique qui a secoué l'Assemblée nationale cet après-midi. Au départ, il y a un réquisitoire de François Hollande contre Dominique de Villepin. Le Premier ministre, en difficulté depuis plusieurs mois, est sorti de ses gonds. Il a accusé le numéro 1 socialiste de lâcheté. Alexandre Carra, Jean-Marc Nouknouk. Pas de confiance dans le pays, pas de confiance dans la majorité. Pas de confiance dans la presse, dans une démocratie digne de ce nom. Le chef de l'État ou le Parlement aurait mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. Dans ce contexte, Monsieur Hollande, il y a 3 contradictions dans ce que vous avez dit. 3 contradictions. La première sur la politique industrielle. Vous n'avez jamais assumé véritable politique industrielle dans notre pays et de relever le défi. Merci. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, je vous en prie. Monsieur Hollande, à la cacophonie succède l'interruption de séance. Pour les centristes, il n'y a désormais qu'un seul scénario possible. Monsieur Cabanelli, on est correct d'entendre. Monsieur Perrichot. C'est une décomposition que nous avons sous les yeux. Et de cette composition, on devrait sortir par des élections anticipées. Seuls quelques rares vilpinistes viennent défendre le Premier ministre, et encore avec nuance. Le Premier ministre est fragile et faible parce que ça fait 6 mois qu'il est l'objet de ces attaques. Et écoutez, je le dis très sincèrement, il a réagi aujourd'hui en homme plutôt qu'en Premier ministre. Eh bien, on peut le lui reprocher, mais on peut également le comprendre. Mais dans les rangs de l'UMP, beaucoup ne cherchent plus à sauver les apparences. Moi, en tant que député, je ne suis pas fier de ce que j'ai vécu là. Voilà, donc je suis parti. Nous avons tous besoin de vacances, et sans doute lui aussi. Il faut que le Premier ministre s'en aille. Voilà. Ce soir, les socialistes menacent. Si Dominique de Villepin ne présente pas ses excuses, ils boycotteront les séances de questions au gouvernement. À propos de politique encore, en ce qui concerne François Bayrou, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a finalement renoncé à comptabiliser son temps de parole dans celui de l'opposition. Il sera neutralisé et ne comptera donc ni pour un camp ni pour l'autre. Et puis toujours à propos de la politique, la grève organisée à EDF et GDF contre la fusion Gaz de France-Suez a été relativement peu suivie, entre 10 et 14% de grévistes. À Paris, la manifestation a rassemblé entre 700 et 3000 personnes selon les sources. Il faut noter aussi que les syndicats du groupe Suez, eux, avaient organisé un pique-nique place des Invalides en faveur de la fusion avec Gaz de France. Justice, la science au secours des enquêteurs. Une affaire est sans doute sur le point d'être résolue 19 ans après, grâce aux dernières avancées. Un sapeur-pompier a été confondu pour un viol et un meurtre commis près d'Avignon en 1987. Son ADN avait été prélevé récemment dans un tout autre dossier. Sophie Rodier, Benoît Jourdan. Gisèle Cronier attendait ce jour depuis 18 ans et demi. La justice vient de lui apprendre que le meurtrier présumé de sa fille a probablement été confondu. Aujourd'hui, c'est déjà un grand coup de massue que j'ai reçu.
mais un soulagement dans la mesure où je sais que déjà il ne va pas recommencer. Et 18 ans et demi de doute, aujourd'hui j'ai un visage et un nom. En 1987, Évelyne Boucher, 16 ans, est enlevée à la sortie du lycée. Son corps est retrouvé le lendemain de sa disparition. Elle a été violée puis étranglée. L'enquête va durer des années. 500 suspects sont interrogés, sans résultat. Jusqu'à mars 2004. Un pompier condamné à la suite d'une bagarre subit alors un prélèvement ADN, comme le permet désormais la loi. L'échantillon est transmis au fichier des empreintes génétiques, puis comparé à celui retrouvé sur Évelyne Boucher en 1987. Les experts sont formels, les deux ADN concordent. Il y a une identification formelle, quasi formelle, à 99,9% sur plusieurs marqueurs entre la personne concernée et les traces qui ont été prélevées sur le corps de la jeune Évelyne Boucher. En garde à vue, le suspect clame son innocence. Son avocat met en doute la fiabilité des analyses. Ce que je voudrais voir d'une manière très précise, c'est les conditions dans lesquelles l'ADN a été collecté il y a cela 19 ans, parce que la preuve ADN aujourd'hui, si elle est irréfutable, elle était loin d'être irréfutable 20 ans en arrière. Au terme de sa garde à vue, le suspect devrait être transféré devant un juge et probablement mis en examen. Justice encore en bref, le mercenaire Bob Denard, 77 ans, a été condamné par le tribunal de Paris à 5 ans de prison avec sursis. Il était jugé pour sa participation aux côtés de 26 autres personnes à une tentative de coup d'État aux Comores il y a un peu plus de 10 ans. Le procès de la catastrophe aérienne du Mont-Saint-Odile, qui avait fait 87 morts, touche à sa fin. Le parquet vient de rendre ses réquisitions. Il demande la condamnation à des peines symboliques du constructeur Airbus, du contrôle aérien et de la compagnie Air Inter. Le détail de ces réquisitions avec Christine Boss et Nicolas Frener à Colmar. Bernard Ziegler, le concepteur de l'A320, a perdu de sa superbe. Celui qui disait avec force, arrogance pour certains, avoir conçu l'avion le plus sûr du monde, se voit reprocher une ergonomie de tableau de bord plus qu'imparfaite. Un même bouton pour sélectionner 2 modes de descente différents, des écrans illisibles. Cela a favorisé la confusion de l'équipage qui descendra 4 fois plus vite que la normale. Le procureur a requis 1 an avec sursis à l'encontre de Bernard Ziegler. La faute caractérisée est une faute beaucoup plus grave, et d'ailleurs je dirais qu'il n'y a aucune faute, ni caractérisée ni autre, qui puisse être imputable à M. Ziegler. Deuxième grand fautif, le GPWS ou alarme de proximité de sol. C'est l'absence de cet équipement sur les avions d'Air Inter en 1992 qui constitue, selon le procureur, une faute caractérisée. Même imparfaite, cette alarme qui sonne lorsque l'avion descend trop bas aurait probablement permis d'éviter le crash. Le procureur a requis 1 an avec sursis à l'encontre d'un dirigeant d'Air Inter et d'un responsable de l'aviation civile. Enfin, 9 mois avec sursis ont été requis à l'encontre du contrôleur aérien poursuivi pour des erreurs de guidage. Des réquisitions décevantes pour les parties civiles. Nous sommes très déçus que ce soit des peines symboliques. Ça, c'est tout à fait. Ce n'est pas 14 ans qui vont donner cette situation. Le procureur le reconnaît, il s'agit de peines symboliques, probablement pas à la hauteur du préjudice subi par les nombreuses familles de victimes. En tout état de cause, il faudra attendre le 15 octobre pour connaître le délibéré de ces 8 semaines de procès. La présentation de la promotion annuelle des commissaires formés à l'école de police. Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy s'est rendu pour l'occasion à Saint-Cyr au Mont d'Or. La police qui, depuis une dizaine d'années, veut diversifier son recrutement. En clair, accueillir dans ses rangs plus d'enfants d'immigrés. Voici l'exemple de Betissem Bahadj. Elle est d'origine marocaine, elle a 26 ans, elle est issue d'un quartier modeste et pour elle, c'est une nouvelle vie qui a commencé, même si ça n'est pas toujours simple. L'une de nos équipes a passé plusieurs jours à ses côtés. Reportage Karine Komadzi, Lionel Langlade. Contente? Non, c'est tout. T'es contente? Lâchez la menotte, vous allez vous blesser. T'es contente? Lâchez la menotte. Ah, c'est ça que tu veux? Cette femme est en état d'ébriété. Et c'est l'adjointe de sécurité qui en prend pour son grade. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive à emmerder les Arabes? Une insulte en arabe. Parce qu'outre le fait d'être beurre, Betissem Bahadj représente le bleu, l'autorité. La dame interpellée a eu du mal à s'y retrouver. Elle a dit que j'emmerdais les Arabes. J'ai dit qu'une connasse, une connasse emmerde les Arabes, et après elle me traite de sale arabe. Donc, Comme elle, 10% des policiers du département sont issus de l'immigration. Un choix politique, la police d'aujourd'hui doit mieux refléter la population.
Gare RER de Torcy, heure de pointe. Quand vous vous faites contrôler comme ça, si vous commencez tout de suite à être agressif avec nous, ça va pas aller dès le début. Donc on vous contrôle, c'est bon, vous passez votre... Et ça sert à rien de s'énerver non plus. Vous avez peur, je comprends, mais bon. Un problème de ticket. La policière est indulgente et les jeunes filles sont surprises. Quel est d'autres de l'immigration, peut-être c'est plus compréhensible. De vous aborder, de parler et tout, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, c'est ça. Mais pour la jeune femme, être policière issue de l'immigration n'autorise aucune concession. Je suis citoyenne française d'origine étrangère, mais je suis française. Donc, après, ça facilite certaines choses quand il faut leur parler, quand les gens ne savent pas parler en arabe, comme on a déjà eu le cas d'une personne qui n'avait pas de papier, ne savait pas parler français. Moi, je maîtrise la langue arabe, donc je discute avec elle et je traduis tout au fur et à mesure pour que mes collègues ne se sentent pas mis de côté, que ça ne fasse pas un dialogue entre deux. On représente la force publique, que ce soit Tissem ou moi, c'est la même chose. Égaux dans l'uniforme, pas dans le parcours. Il y a 4 ans encore, la policière était de l'autre côté de la barrière, du côté de la galère. Je me rappelle de toi. Parce qu'il était tout petit. Ah ouais, il a grandi. Ça y est. Avec sa capuche, ça fait bien un garçon. Ça change quelque chose pour vous qu'elle soit flic? Non. Je respecte quand même, hein. Bah ouais. Bah oui. Pour nourrir sa petite fille, la jeune policière a répondu à une annonce. Cherche adjointe de sécurité. Pas de diplôme, peu de choix. Habituée à parer les coups, elle sera policière. Il y a quelques années de ça, j'aurais peut-être rigolé. J'aurais dit, ah non, c'est pas pour moi. Puis c'est un système où il y a une hiérarchie, il y a des ordres, il faut respecter pas mal de trucs. Et moi avant j'étais, on va dire, rebelle parce que tout ça, ça m'intéressait pas, j'aimais pas me faire commander. Donc, Ça vous a fait du bien? Ah oui, ça m'a posé. De sa vie d'avant, elle n'a gardé que 2 amies, Dalila et Sabrina. Les seules pour qui gardien de la paix est un métier comme un autre. Les autres l'ont laissé tomber. Non, avec moi, ils ont coupé tous les liens parce que j'étais pas, enfin parce que je porte du bleu, alors que bah vous avez vu, je suis toujours pareil. Tu le portes si bien. Ouais. Comme un gars. Ça doit te manquer l'entraînement alors. Il y a 10 ans, Ptissem Bahaj était la première femme au cours de kickboxing. Son professeur était fier, comme il l'est aujourd'hui, de sa policière. Et elle s'est toujours battue contre tout ce qui était injuste, donc je pense que c'est un peu... Ouais, si, c'est logique en même temps. Une bonne rencontre au bon moment. Voilà ce que dit la boxeuse. Ptissem Bahaj n'est pas un modèle, juste un bon coup de pied à la fatalité. Les intempéries la nuit dernière sur le sud-ouest de la France, de violents orages ont frappé le Tarn-et-Garonne. Près de Montauban, des arbres sont tombés sur des maisons. 5 familles ont dû être relogées. Sindine Boudaoud. C'est la désolation totale. Il n'y a qu'à voir. La nuit dernière a été rude pour beaucoup d'habitants du Tarn-et-Garonne. Les orages ont causé d'importants dégâts, comme ici, dans ce lotissement de Montèche, près de Montauban. Plusieurs familles ont dû être relogées provisoirement. Les pompiers du département n'ont pas chômé. Ils sont intervenus 130 fois pour porter assistance à la population et pour dégager les routes. Nous avons des renforts de 4 centres de secours pour nous aider dans notre mission, qui est principalement, justement, toujours la même, rebâcher les toitures. Des voitures ont été abîmées par des chutes d'arbres, mais aucune victime n'est signalée. La violence des orages a effrayé certains habitants. On a passé la nuit debout, à supporter, à croire que la maison allait tenir, c'est tout. Bon. Je peux rien dire, franchement. Les arbres obstruent le canal des Deux Mers sur 7 km. La circulation fluviale ne devrait pas reprendre avant une bonne semaine. Les cultures ont également beaucoup souffert des orages. Les dégâts n'ont pas encore été estimés. Ce matin, l'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers du secteur touché hier soir par les intempéries. Une nouvelle priorité pour lutter contre la mort sur les routes. Le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile ont lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation sur les risques du portable au volant. Le nombre de conducteurs pris en faute a augmenté de 10% l'an passé. Nicolas Lemarinier, Thierry Breton. Monsieur le police national, veuillez couper le moteur du véhicule. Ça, en général, c'est plutôt mauvais signe. Et cette fois, pour ce contrôle de police en plein cœur de Paris, il est question de téléphone.
Monsieur, je vous remercie. Nous vous interpellons, vous faisiez usage du téléphone portable tenu à main gauche. C'était au feu rouge. Mais vous étiez au téléphone portable, monsieur. C'était en arrêt. Au feu rouge, comme en roulant, le téléphone portable est interdit au volant. Pour cette infraction, l'automobiliste va perdre 2 points sur son permis et il devra payer une amende de 22 € sous 3 jours. Seul le kit main libre est toléré et encore ça dépend du bon vouloir de l'agent. J'étais comme ça, j'avais la main sur l'oreillette, juste pour... Madame, Mais je tenais pas le téléphone. Ouais, vous n'avez pas le téléphone. Mais pourquoi vous tenez l'oreillette, madame? Normalement, vous devriez avoir les 2 mains sur le volant, madame. Application stricte d'un texte précis, l'article R412-6 du Code de la route. Il précise que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De nombreuses études scientifiques ont montré que l'utilisation du portable perturbe la conduite, la vigilance diminue, le risque d'accident est multiplié par 4. Quand on téléphone au volant, on n'est pas maître de son véhicule, on est distrait, on est inattentif et il y a des risques d'accident. En 2005, 423 000 automobilistes ont été verbalisés parce qu'ils téléphonaient au volant. Des statistiques en augmentation. Pour les accros du portable, la solution la moins coûteuse, c'est peut-être encore de téléphoner en marchant. Toujours à propos de santé publique, le nouveau credo des psychologues, la quête de l'estime de soi. La notion est ancienne, mais elle est maintenant au cœur des thérapies. Les premiers livres sur le sujet sont apparus il y a quelques années en France. Ils ont fait un tabac. Aujourd'hui, dans le sport, dans l'entreprise et dans la vie courante, tout est fait pour renforcer la confiance, l'amour-propre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé José Blanc-Lapierre, Marc de Langenhagen. 4 tours du monde en solitaire, en voilà une qui en a. De l'audace et du cran. Sa recette, n'avoir jamais entendu, tu n'y arriveras pas. Je crois que j'ai quand même un gros capital confiance et que j'ai pas peur en fait. C'est ça la chose. J'ai pas peur de faire, j'ai pas peur de me casser la figure. Je sais que je vais survivre, même si ce que je fais ça rate. Tout ce que je fais réussit pas. Pendant longtemps, Michel s'est trouvée nulle. Nulle au point de ne pas pouvoir affronter le regard des autres. Si peu d'estime d'elle-même qu'elle n'osait plus sortir faire ses courses, ni même prendre le bus qu'elle regardait passer sans trouver la force de monter. J'avais un rendez-vous quelconque à faire, par exemple. C'était vraiment de me dire ça va être automatiquement raté. Je vais faire rater le truc, je vais être nulle, je vais avoir l'air ridicule. Les autres sont mieux que moi. Michel sombrait dans la déprime. Autour d'elle, aucune compréhension, surtout pas celle de son mari. Ça m'a fait encore baisser mon estime de moi, parce que je me disais tout le temps, il a peut-être raison, après tout, je suis peut-être vraiment nulle, quoi. Cela s'appelle le cercle vicieux de l'échec. Point de départ, je suis nulle, j'ai peur d'échouer, donc je préfère ne pas essayer. Mais je n'obtiens pas ce que je veux, alors je me le reproche et je me confirme à quel point je suis nulle. Michel revit, elle a appris à s'accepter. Grâce à une psychothérapie en 2 temps, exercice pratique et théorie, pour chasser les pensées négatives. Poser des limites, ne pas chercher le parfait tout le temps et dans tout, et accepter qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne va pas tout réussir, et que quand je fais une erreur, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne valable. Ça, c'est une clé importante. Souvent, ces gens-là se disent « tu as fait une erreur, donc tu es nul ». Je leur dis non, les gens très bien ont le droit de faire une erreur. Champion du monde, champion d'Europe et peu de place pour le doute. Mais pour l'un des plus beaux palmarès du football, la confiance en soi, cela se travaille. Ma tête est comme un ordinateur. Je fais rentrer plein de choses à l'intérieur. Au niveau technique, au niveau du football, je parle au niveau du football. Donc à l'entraînement, je travaille beaucoup des ballons qui viennent de la droite, des ballons qui viennent de la gauche, qui viennent dans chaque position. Et comme cela, quand il y a un moment de doute, tout de suite j'ai une réponse. Oui, ça j'ai déjà fait. Ça j'ai déjà fait. Oui, je sais faire. Et au travail, une mauvaise estime de soi, c'est ne pas savoir dire non. Un non que Nathalie apprend ici à formuler. En face d'elle, un coach, autrement dit une professionnelle de la communication, lui explique comment, dans une situation donnée, aboutir à s'imposer. Ça se passe comment? En fait, quand on me sollicitait pour différents travaux, avant j'acceptais tout le temps, quelle que soit la charge de travail. Et maintenant, je sais refuser en fait. Le but de ces séances est de faire prendre conscience à Nathalie qu'en fait, elle a toujours le choix. Soit tout accepter, soit se positionner par rapport à une tâche donnée. J'ai exposé ma réponse et j'ai refusé, j'ai dit non. Vous avez dit non? Quelqu'un qui ne sait pas exposer une demande
et qui se trouve dans une situation difficile et qui ne peut pas en sortir et qui s'enferme dans cette situation difficile par manque d'estime de soi parfois, tout simplement parce que les gens n'osent pas demander ce dont ils ont besoin et qui n'est pas une demande complètement aberrante. Ça peut créer des situations de blocage, voire des conflits. C'est unique. Quant à l'excès d'estime de soi, poussé jusqu'à la caricature, il fait rire. Moi je dis toujours du bien de moi aux autres, c'est vrai. Dire du mal de soi aux autres, c'est idiot. C'est leur donner des idées qu'ils n'auraient pas eu forcément tout seuls. Pour moi, les gens qui ont une confiance en eux trop affirmée, d'abord je trouve que ça cache quelque chose. Quand on est trop sûr de soi et puis je trouve pas... Enfin moi personnellement, je vais plus aller vers quelqu'un qui a pas peur de montrer ses failles, qui a un doute, voilà. Et puis surtout, savoir rire de soi-même. C'est l'indice d'une estime de soi qui se porte bien. À l'étranger, nouvelle épreuve pour les États-Unis en Irak. Les corps des 2 soldats enlevés la semaine dernière ont été retrouvés. Ils ont été torturés, égorgés, abandonnés à un carrefour. Enlèvement revendiqué par la branche irakienne d'Al-Qaïda. Alain Chalvron, Aaron Diamond à Washington. 8000 hommes mobilisés dans tout le triangle sunnite. Une des plus grosses opérations de recherche depuis le début de la guerre en Irak pour retrouver les 2 soldats enlevés vendredi soir près de Youssoufia. Une course contre la montre perdue. Les forces de la coalition ont retrouvé ce que nous pensons être les restes de nos 2 soldats. Confirmation peu après sur un site d'Al-Qaïda, je cite, « Nous annonçons la bonne nouvelle. Les 2 croisés ont été exécutés par égorgement. » Fin de citation. Les 2 cadavres portaient des traces de torture. L'égorgeur pourrait être Al-Masri, le nouveau chef d'Al-Qaïda en personne, le successeur de Zarqawi, mort il y a une douzaine de jours. Le cap des 2500 soldats américains morts en Irak a été passé la semaine dernière. Et aujourd'hui, 2 familles de plus sont dans la douleur et réclament vengeance. J'espère qu'on va leur faire payer pour ce qu'ils ont fait et tout de suite, plutôt que de les garder en prison pour toujours. Après la mort de Zarqawi, l'ennemi numéro 1 des États-Unis en Irak, George Bush pensait pouvoir ouvrir une nouvelle page de cette guerre. C'était oublier que dans ce pays, les mauvaises nouvelles succèdent très vite aux bonnes. Par ailleurs, le Japon a décidé officiellement de retirer ses troupes d'Irak d'ici 5 semaines. 600 hommes se consacraient essentiellement à des tâches humanitaires. Une date importante pour la justice internationale. L'ex-dictateur du Liberia, Charles Taylor, vient d'arriver aux Pays-Bas. Après Slobodan Milosevic, il sera le 2e chef d'État à être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Charles Taylor, 58 ans, est considéré comme l'un des principaux responsables des terribles guerres civiles en Sierra Leone et au Liberia depuis 15 ans. Là-bas, en Sierra Leone, beaucoup s'en souviennent. Le pays compte un nombre record d'amputés. Il faut dire que les combattants prenaient un malin plaisir à mutiler les populations civiles. Depuis la fin des combats, un club de football unique en son genre, a fait son apparition. Envoyé spéciaux à Freetown, Dominique Derda, Frédéric Guiraud. Coiffeur, pour lui, ça n'a jamais été une vocation, juste un travail, une façon comme une autre de s'en sortir quand on est assez habile de ses mains. En Sierra Leone, ce n'est déjà pas si mal. Je suis content de travailler. Et même si je ne gagne pas grand-chose, au moins je ne suis pas dans la rue en train de mendier. Dans ce pays ravagé par 10 années de guerre civile, tout le monde connaît Maxwell Forna. Non pas parce qu'il est le meilleur coiffeur de la capitale, mais parce qu'il est l'attaquant vedette de l'équipe de football des Unijambistes. Lui, c'est en 2001 qu'il a perdu sa jambe. Une balle dans le genou, la gangrène qui menaçait. Il a fallu couper. Au club, il y a ceux qui poussent le ballon à cloche-pied et dans les buts, les manchots. Ce sont les rebelles qui leur ont tranché le bras. Manche longue ou manche courte, disait-on à l'époque, en fonction de la hauteur à laquelle s'abattait la machette des tortionnaires. C'est bien qu'on fasse quelque chose. Comme ça, les gens voient qu'on n'est pas des bons à rien, qu'on peut encore être utile. C'est pour ça qu'on fait du sport. Selon les estimations, il y aurait entre 5 et 10 000 amputés en Sierra Leone. Sur 5,5 millions d'habitants, c'est beaucoup. Ceux qui jouent au football comme Maxwell ne sont qu'une minorité, une centaine au grand maximum. Mais ils sont et de loin les plus déterminés. Au centre d'appareillage et de rééducation de handicap international sur les hauteurs de Freetown, on sait bien que réparer les corps ne suffit pas, il faut surtout soigner les esprits. Le football, ça les aide d'abord à développer leur musculature, mais ça les aide surtout psychologiquement à surmonter leur traumatisme. Et ça, c'est une très bonne chose.
dans les salles obscures où l'on retransmet en direct les matchs de la Coupe du Monde. Ils sont parmi les spectateurs les plus assidus et tous, sans exception, rêvent d'un destin à l'image de celui d'un Paoletta ou d'un Figo. L'année prochaine, on va organiser ici la Coupe d'Afrique des clubs d'Unijambie. J'espère que quelqu'un me verra jouer et me proposera de passer professionnel. L'an dernier déjà, grâce à l'argent d'un généreux donateur, ils se sont rendus au Brésil, participer à leur premier tournoi international. Ils ont fini 3e, un triomphe. Alors depuis, tous les espoirs sont permis, car s'il manque de tout, de chaussures, de maillots, de ballons, Maxwell et ses coéquipiers ont du courage et de l'énergie à revendre. On en vient maintenant à la Coupe du Monde. L'équipe de France a repris l'entraînement aujourd'hui et, une fois n'est pas coutume, les supporters ont eu droit à une longue visite des joueurs, autographes et embrassades, notamment pour Thuram et Makelele. À Herzen, envoyés spéciaux Manuel Tissier, Vincent Beaufartigue. Dans leur forteresse d'Artsen, les Bleus ont accordé un ticket d'entrée aujourd'hui. Une poignée de supporters récompensés de leur patience et d'un long voyage. Claude Makelele et un Lilian Thuram très détendu ont ouvert une petite brèche dans le strict règlement du château. Il a insisté pour venir nous voir auprès de la sécurité, donc c'était sympathique. Bon, on les a encouragés, quoi. Il faut y aller. Vendredi, il faut tout donner, il n'y a plus le choix. Les 23 se sont séparés cet après-midi. Les titulaires dans le parc pour des exercices légers, les autres sur la pelouse voisine. Raymond Domenech a mélangé les remplaçants de dimanche avec des jeunes d'un club de Hanovre. Les suspensions de Zidane et Abidal vont changer la donne contre le Togo. Alors les entraîneurs cherchent la bonne formule. Mais malgré les doutes, les Bleus restent en position de force dans leur groupe. Oh. Est-ce que c'est une position de force ou de faiblesse? Je ne sais pas, on le verra après, parce qu'on peut être tétanisé aussi. En disant qu'il faut absolument gagner 2-0. Comment on l'aborde, on va à l'abordage, on se fait prendre en compte. S'il y a un dialogue commun qu'il faut vraiment mettre en place pour avancer. L'équipe de France est dans le même cas de figure qu'il y a 4 ans avant son 3e match contre le Danemark. Mais à 3 jours de ce rendez-vous crucial pour son avenir, il reste encore l'espoir de prolonger l'aventure dans la campagne allemande. Les résultats maintenant. Hier, l'Espagne a rejoint les qualifiés pour les 8e de finale après sa victoire face à la Tunisie. Aujourd'hui, nouvelle victoire de l'Allemagne qui impressionne 3-0 face à l'Équateur. Christophe Duchiron. Au début, on aurait pu leur prêter un appétit de moineau, mais maintenant c'est terminé. Avec l'appétit qui vient en gagnant, les Allemands caressent leur rêve de plus en plus fort, avec l'espoir de poser bientôt une 4e Coupe du Monde dans la vitrine. Les deux équipes avaient en commun d'être qualifiées pour le tour prochain, mais en termes de suprématie, Allemands et Équatoriens ne font pas la paire, comme Titi et Grominet. 4 minutes de jeu, Klose 1-0, auteur du but, ils s'en tirent par une pirouette. Après un quart d'heure de jeu, Klose marque encore, ce qui fait de lui pour l'instant le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 4 buts. 2-0, c'est le score au repos. Pas vraiment le genre de match qui vole haut, sauf quand Valencia attaque l'Allemand Ballack, ce qui lui vaudra un carton jaune comme son maillot, alors qu'un rouge comme ses chaussettes et comme l'expulsion valait la peine. Au cœur de la deuxième période, Podolski va ajouter un 3e but au terme d'une contre-attaque rondement menée. Une équipe de jeunes qui marque des buts et qui enthousiasme son public. Nos voisins ont de la chance, 3 victoires, premier du groupe A. C'était hier soir, il ne faudrait pas s'égarer. Les artistes sont d'abord les joueurs, mais parfois le technicien de terrain aussi est un homme de spectacle. En la matière, Roger Lemaire, l'entraîneur français des Tunisiens, déçoit rarement, surtout en expression artistique. Pour ce qui est de la note technique, les Tunisiens marquent face à l'Espagne après 9 minutes de jeu grâce à Mnari. Belote et rebelote en deuxième période. Roger s'excite, s'énerve, s'emballe et s'emporte. Et puis en 20 minutes funestes, par 3 fois, les Ibères s'acharnent contre les Tunisiens qui s'inclinent finalement 3-1. À la fin, on aurait dit que toute la pluie tombait sur la tête de Roger. En tout cas, ce nouveau succès allemand va renforcer l'engouement local pour la compétition. Personne n'avait imaginé un tel succès. Ils étaient 700 000 tout à l'heure dans les rues de Berlin. Jérôme Bonny, Marine Vincent. Les 1400 cols blancs de Siemens à Berlin ont fermé les bureaux à 15h30 cet après-midi. Les paris allaient bon train. Oh, c'est évident, une victoire 3-1 pour l'Allemagne. Ça se voit, non? La direction a même mis les petits plats dans les grands pour cette pause sportive qui contribue à entretenir l'esprit d'entreprise.
Bien sûr, nous avons maintenu quelques postes pour les cas d'urgence. Mais le plus important, c'est de fêter cet événement tous ensemble. Et l'ambiance y est, dès le premier but. Pour ces employés qui font les 38 heures, ce cadeau de 2 heures de détente est aussi une façon de faire tomber les cloisons entre bureaux. On a l'occasion de se voir, on a l'occasion de fêter ensemble et de reconnaître aussi les visages qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas l'occasion de voir si souvent. C'est tout Berlin qui est en liesse. Ils sont plus de 400 000 sur la fameuse avenue des Fans. On a même sorti le casque à pointe comme symbole de la Prusse ancienne. Mais pour l'immense majorité, il s'agit de patriotisme bon enfant, pas de nationalisme. Voilà, toute l'Allemagne était cet après-midi comme un immense stade où des dizaines de millions de supporters ont encore une fois vibré avec cette 3e victoire de leur équipe nationale. Un dernier résultat cet après-midi, la Pologne s'est imposée pour la gloire face au Costa Rica, 2-1. Les deux équipes sont de toute façon éliminées, elles l'étaient déjà avant le début de la rencontre, elles vont rentrer à la maison. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h50, un film, L'amour en douce avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. À demain.